Bienvenue au cours prénatal sur l'allaitement maternel du Nouveau-Brunswick. Ce cours a été conçu par le Comité consultatif du Nouveau-Brunswick pour l'initiative des Amis des bébés. Tous les renseignements sont conformes à l'adaptation par le Comité canadien pour l'allaitement de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, 10 mesures en faveur d'un allaitement maternel réussi de l'Organisation mondiale de la santé. Ce cours est utilisé dans l'ensemble de la province, ce qui permet de s'assurer que peu importe l'endroit où vous donnez naissance au Nouveau-Brunswick, les renseignements sont les mêmes. Tout au long du cours, le mot « mère » est utilisé. L'allaitement maternel est traditionnellement effectué par des personnes qui s'identifient comme des femmes et est traité en partant du principe que toutes les personnes qui allaitent sont des mères cisgenres. Nous reconnaissons les personnes qui ne s'identifient pas comme des femmes et qui nourrissent leur bébé ou enfant avec du lait maternel. De plus, nous reconnaissons le large éventail de relations familiales qui existent, notamment les familles LGBTQ, IA, 2S et plus, les familles recomposées, la maternité de substitution, l'adoption et bien d'autres encore. L'expérience de l'allaitement peut être différente pour ces familles. Et bien qu'il ne soit pas dans le cadre de ce cours d'en discuter en détail, nous encourageons toutes les familles qui souhaitent en savoir plus sur l'allaitement dans leur situation particulière à contacter leur fournisseur de soins primaires ou leur consultante en lactation locale pour plus de renseignements. Notre objectif est de vous fournir des renseignements fondés sur des données probantes concernant l'importance de l'allaitement pour la santé de votre nouveau-né ou de l'enfant, ainsi que pour vous, votre famille et la collectivité. Notre objectif est également de partager des renseignements de base pour vous aider à réussir l'allaitement et réduire les risques de problèmes. Pour prendre une décision éclairée sur les méthodes d'alimentation, vous devez recevoir des renseignements fondés sur des recherches et des preuves et discuter de toute question ou préoccupation avec votre fournisseur de soins primaires. Une fois que vous aurez pris votre décision, soyez assuré que le personnel vous soutiendra et vous en apprendra davantage sur l'alimentation de votre bébé. Le contenu de ce cours porte sur l'allaitement maternel. Pour les familles qui ont pris la décision éclairée d'utiliser exclusivement des préparations commerciales pour nourrissons, ou pour celles qui les utilisent en complément à l'allaitement, recevront individuellement des renseignements sur la façon de préparer, donner et conserver les préparations commerciales pour nourrissons. Toutes les familles sont soutenues, peu importe la façon qu'elles choisissent de nourrir leur bébé. Voici ce que vous apprendrez. L'importance de l'allaitement pour une meilleure santé, comment bien démarrer l'allaitement, des conseils pour faciliter l'allaitement, l'importance du soutien familial et communautaire et où le trouver. Ce cours comporte des renseignements sur l'allaitement qui vous aideront à vous préparer avant la naissance de votre bébé, car le temps d'hospitalisation est généralement assez court et chargé. Être bien préparé est un premier pas positif vers l'allaitement. Lors de votre séjour à l'hôpital, la plupart des mères restent à l'hôpital entre 24 et 72 heures. Cela dépend de la façon dont vous vous remettrez de la naissance et de la façon dont votre bébé apprend à se nourrir. N'oubliez pas que l'équipe de soins de santé est là pour vous aider à vous familiariser avec votre nouveau rôle de parent. Les professionnels de la santé qui travaillent dans le service de maternité ont suivi un cours spécialisé sur l'allaitement. Ils peuvent vous guider pendant votre grossesse et dès la naissance de votre enfant. Des consultantes en lactation sont également disponibles. Elles sont qualifiées pour traiter des problèmes plus approfondis s'ils surviennent. Elles sont en mesure de vous aider et de vous guider le temps dont vous aurez besoin. Rappelez-vous que votre bébé a besoin de téter souvent, le jour comme la nuit. Il est donc important de vous reposer le plus souvent possible pendant la journée. Si vous avez des inquiétudes ou des questions avant de retourner à la maison, parlez-en avec votre infirmière. L'initiative Amis des bébés. Qu'est-ce que l'initiative des Amis des bébés? L'initiative Hôpitaux Amis de bébés
est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF, qui a été créée dans le but d'assurer une amélioration de la qualité des soins et des services dans les hôpitaux et les services de santé communautaire. Au Canada, nous utilisons l'expression « Initiative des Amis des bébés » pour reconnaître le continuum de soins est homogène entre les services hospitaliers et communautaires. Les établissements désignés Amis des bébés créent un environnement où les décisions des femmes et leurs familles sont protégées et soutenues. Au cours des dernières décennies, les données probantes confirment que l'initiative des Amis des bébés améliore les taux d'allaitement. C'est pourquoi, au Nouveau-Brunswick, tous les établissements de soins de santé s'efforcent d'obtenir cette désignation. Ceci signifie que vous recevrez des renseignements sur les meilleures pratiques, soit les bases de l'allaitement, les avantages de pratiquer le contact peau à peau et la façon sécuritaire de le pratiquer, l'alimentation basée sur les signes de faim du bébé, ainsi que le soutien aux nourrissons qui subissent des interventions douloureuses. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'initiative des Amis des bébés, cliquez sur leur lien dans la diapositive. Les recommandations de Santé Canada pour l'alimentation du nourrisson. Santé Canada et de nombreuses autres autorités sanitaires telles que la Société canadienne de pédiatrie, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada recommandent que votre bébé soit nourri exclusivement au lait maternel de la naissance à 6 mois, de poursuivre l'allaitement pendant les 2 premières années et au-delà, d'introduire les aliments solides vers l'âge de 6 mois et de donner un supplément de vitamine D. L'allaitement exclusif veut dire qu'on ne donne pas d'autres boissons ni d'autres aliments que le lait humain au bébé. Le lait maternel contient tout ce dont votre bébé a besoin pendant les premiers 6 mois de sa vie. Les vitamines, les suppléments minéraux et les médicaments peuvent être donnés au besoin. Vers l'âge de 6 mois, les bébés montrent des signes qu'ils sont prêts à manger et devraient commencer à recevoir des aliments en complément, soit des aliments solides. Le lait maternel reste la principale source de nutrition car vous introduisez progressivement votre bébé à de nouveaux aliments nutritifs. À l'âge de 12 mois, l'allaitement maternel est encore important. Il procure entre 1/3 et la moitié des calories nécessaires à votre enfant. Il continue également à offrir une protection contre les maladies. En fait, la concentration de certains facteurs d'immunité présents dans le lait augmente au cours de la 2e année. Il est donc important que les enfants continuent à être allaités jusqu'à l'âge de 2 ans ou aussi longtemps que la famille le souhaite. Veuillez fixer vos objectifs en fonction de ce que vous jugez important pour votre famille, en gardant à l'esprit que chaque jour supplémentaire est important pour votre santé et celle de votre enfant. Souvenez-vous qu'à mesure que le bébé grandit et mange des aliments solides, il est généralement allaité moins souvent et il tète moins longtemps. Il n'y a pas d'âge auquel le lait viendrait à manquer de vitamines ou de protéines, alors continuez aussi longtemps que vous le souhaitez. Dans certaines cultures, l'enfant est nourri au sein pendant les premières années et se sert de lui-même lorsqu'il est prêt. Santé Canada recommande la prise quotidienne d'un supplément de vitamine D pour les nourrissons exclusivement allaités. Vous pouvez demander à votre fournisseur de soins de santé primaire la quantité adéquate pour votre bébé, car elle peut être différente si vous avez un bébé qui est né prématurément. L'allaitement est naturel. Les humains sont des mammifères et à ce titre, ils sont biologiquement capables de produire du lait. L'allaitement fait partie du cycle de reproduction. L'allaitement est effectivement naturel, mais n'est pas autant toujours facile. Comme pour de nombreux aspects de la parentalité, l'allaitement est une nouvelle compétence, ce qui demande du temps et de la pratique. Notre culture a changé au cours des dernières années. Il est plus fréquent de voir des bébés être allaités au centre commercial, à l'aréna et partout ailleurs où ils peuvent décider qu'ils ont faim. Nous voyons aussi davantage de jeunes enfants allaités plus longtemps que par le passé, même après la naissance de leurs frères et sœurs. Un jour, nous verrons l'impact positif
de l'allaitement sur la santé de notre population et sur notre environnement. Cela signifie aussi qu'il y aura davantage de modèles et de personnes en mesure de soutenir les personnes qui allaitent. Pourquoi allaiter? Chaque élément dans cette diapositive représente comment l'allaitement fait une différence pour vous ou votre bébé. Examinez chaque élément. À quoi pensez-vous? La montre. La montre signifie que votre lait est toujours prêt. Il n'y a rien à préparer. Il suffit de s'asseoir, de se détendre et de profiter de ce moment avec votre bébé. L'argent. L'argent signifie que l'allaitement maternel coûte très peu. Utilisez votre argent pour d'autres choses dont vous avez besoin. Une famille peut économiser environ 2 000 $ ou plus la première année. Un stéthoscope. Le stéthoscope signifie que l'allaitement maternel offre une certaine protection contre de nombreuses infections infantiles, en particulier les otites et la diarrhée. Pour les mères, l'allaitement diminue le risque de cancer du sein et des ovaires. Les papiers mouchoirs. Les papiers mouchoirs représentent que les enfants allaités bénéficient d'une certaine protection contre les maladies et les allergies. Le quotient intellectuel signifie que l'allaitement maternel favorise une croissance et un développement optimal du cerveau. Les lettres SMSN représentent le syndrome de mort subite du nourrisson. L'allaitement maternel offre une certaine protection contre le syndrome de mort subite du nourrisson, également connu sous le nom de mort du berceau. La voiture. La voiture représente qu'il est facile de sortir et de voyager avec des bébés allaités. Pas besoin d'équipement. Le lait est prêt, sécuritaire et à la bonne température. Le sang. Le sang représente que l'allaitement maternel permet de contrôler les segments après l'accouchement. L'aiguille signifie que l'allaitement aide à renforcer le système immunitaire de votre bébé. Il garantit également la meilleure réponse possible après une vaccination. Le pèse-personne. Le pèse-personne représente que l'allaitement. Le pèse-personne. Le pèse-personne signifie que l'allaitement brûle des calories et vous aide à perdre une partie du poids gagné pendant la grossesse. Il contribue aussi à réduire l'obésité infantile. La terre. L'image de la terre représente que l'allaitement maternel est respectueux de l'environnement. Il ne laisse aucune empreinte carbone, ne produit aucun déchet, ne nécessite aucune source d'électricité externe, réduit les émissions de gaz à effet de serre. Plus un bébé est allaité longtemps, plus l'impact positif sera important sur la santé globale de la famille, de la société et de l'environnement. Les femmes qui allaitent ont une réponse hormonale qui diminue l'anxiété, le niveau de stress et favorise la relaxation. La nature fait bien les choses. Le sein est conçu pour produire du lait et le corps du bébé est conçu pour le recevoir. La préparation à l'allaitement commence dès le début des cycles menstruels. Votre corps commence alors à développer des structures qui rendent l'allaitement possible. Le processus de lactation, ou qu'on appelle la production de lait, commence dès que vous êtes enceinte. Les hormones provoquent de nombreux changements dans les seins pendant la grossesse pour les préparer à l'allaitement. À l'intérieur du sein, les glandes mammaires et les canaux lactifères augmentent en nombre et en taille. Certaines femmes ressentent une sensibilité des seins et peuvent remarquer un changement à leur taille. D'autres vivent les changements après la naissance du bébé. À l'extérieur du sein, l'aréole devient plus foncée et sa taille peut augmenter pour aider le nouveau-né à repérer le sein. Les glandes de Montgomery sont les petites protubérances rondes visibles autour de l'aréole. Elles produisent une substance huileuse qui rend le mamelon et l'aréole moins secs et empêche les germes de s'y développer. Cette substance aide également le bébé à repérer le mamelon immédiatement après la naissance, car elle dégage une odeur semblable à celle du liquide amniotique. Puisque la nature s'occupe de tout ça, les onguents, les crèmes, pour appliquer sur les seins ne sont pas nécessaires. Ces produits peuvent même être une source d'infection et peuvent entraîner une sécheresse des mamelons. Les produits parfumés peuvent nuire
avec la capacité du bébé à trouver le sein. Le sein commence à produire le premier lait appelé colostrum vers 16 semaines ou le 4e mois de grossesse. Après la naissance du bébé, lorsque le placenta est expulsé, le taux de progestérone diminue. Ces changements envoient un signal à votre corps d'augmenter plus rapidement la production de lait. Ceci déclenche des changements dans la composition du lait. Le lait passe donc du colostrum au lait plus mature. Un autre changement s'effectue dans les seins à environ 3 à 5 jours après la naissance. Avec l'augmentation de la production de lait, la taille des seins augmente. C'est ce qu'on appelle communément la montée laiteuse. Pendant cette période, les seins peuvent être pleins, fermes et vous pouvez sentir un inconfort. Il s'agit d'une situation temporaire appelée engorgement. Les premières 24 heures après la naissance sont très importantes afin d'établir la relation d'allaitement. Le pot à pot est très important car c'est l'habitat normal du bébé, l'endroit où il doit être pour se sentir en sécurité et apprendre à se nourrir. Un contact pot à pot immédiat et sans interruption pour au moins 1 heure après la naissance est recommandé pour tous les bébés stables. Il aidera à établir l'allaitement. Le contact pot à pot sera expliqué plus en détail plus tard dans cette présentation. Comment le lait maternel est-il produit? Le lait est fabriqué dans les alvéoles, des petits sacs de production de lait. Avec la stimulation, le lait voyage des alvéoles vers le mamelon à travers un réseau de canaux. Il peut y avoir de 15 à 25 canaux à l'intérieur du sein. Le mamelon compte de 15 à 25 ouvertures pour permettre au lait de couler. La quantité de lait produite dépend de la fréquence et de l'efficacité avec laquelle le bébé retire le lait du sein. Lorsque le bébé tète souvent, qu'il a une bonne prise du sein et une succion efficace, plus le sein produit du lait. C'est ce qu'on appelle le principe de l'offre et de la demande. La production de lait est comme un processus de type on s'en sert ou on le perd. Plus les bébés sont allaités souvent et efficacement, plus le sein produit du lait. La quantité de lait produite n'est pas déterminée par la taille des seins, bien que la taille des seins puisse affecter la quantité de lait pouvant être stocké. Discutons de la capacité de stockage des seins. La capacité de stockage du lait est un autre facteur qui a une incidence sur la fréquence à laquelle le bébé réclame le sein. La capacité de stockage correspond à la quantité de lait que le sein peut emmagasiner entre les tétées. Cette capacité peut varier considérablement d'une personne à l'autre et aussi d'un sein à l'autre pour une même personne. Les personnes ayant une plus grande capacité de stockage du lait peuvent être en mesure d'espacer davantage les tétées sans avoir d'incidence sur la production de lait ni la croissance du bébé. Toutefois, si la capacité de stockage est plus faible, le bébé peut demander à être allaité plus souvent pour satisfaire son appétit et maintenir une bonne production de lait. Gros ou petits, les seins peuvent produire beaucoup de lait. Considérez ceci. Vous pouvez boire une grande quantité d'eau tout au long de la journée en utilisant n'importe quelle taille de verre, petit, moyen ou grand. Mais si vous utilisez un verre plus petit, il sera rempli plus souvent. Les changements dans votre lait maternel. Votre lait maternel changera pendant la période d'allaitement. Ces changements se produisent naturellement et sont contrôlés par les hormones et votre bébé. 3 changements se produisent au cours des premières semaines. Le lait passe du premier lait produit par les seins, qu'on appelle le colostrum, à un lait transitoire, puis devient par la suite un lait mature. Le colostrum, il est produit à partir du 4e mois ou à environ 16 semaines de grossesse. C'est un liquide semi-transparent, épais et collant, dont la couleur peut varier du jaune pâle au jaune doré plus foncé. Il agit comme un lubrifiant et aide à vider l'intestin du bébé du méconium épais. Il apporte également au bébé sa première immunisation contre les bactéries et les virus.
Il est fabriqué en petite quantité suffisante pour remplir le petit estomac du bébé. L'estomac grandit et se dilate dans les premiers jours après la naissance, et la quantité de colostrum augmente également pendant cette période. Il vient ensuite le lait transitoire. Le lait transitoire est produit en plus grande quantité par le corps à partir d'environ la 3e journée et continue à se transformer jusqu'à la fabrication du lait mature. Le lait transitoire peut varier au niveau de la couleur. Le lait transitoire est une combinaison de colostrum et de lait mature. Il est important de noter que le lait contient du colostrum pendant environ 21 jours après la naissance. Finalement arrive le lait mature. Il est produit en 2 et 3 semaines après la naissance. Sa couleur et son épaisseur peuvent ressembler à du lait 1%. Le lait mature est composé de lait de début de tétée et de lait de fin de tétée. Les deux sont nutritifs et importants pour le bébé. Le lait de début de tétée est très riche en eau. Il aide à étancher la soif du bébé. Il est riche en vitamines, solubles dans l'eau. Il est également riche en lactose, le sucre qui donne au bébé l'énergie nécessaire pour compléter sa tétée. Le lait début de tétée est ce que le bébé reçoit au début. Le lait de fin de tétée est plus riche en graisse et en autres vitamines. Ce lait plus gras apporte les calories supplémentaires et aide le bébé à se sentir rassasié et endormi. Le passage du lait de début de tétée au lait de fin de tétée se fait naturellement lorsque le bébé retire le lait du sein. Le lait maternel change pour s'adapter à votre bébé. C'est merveilleux. Il change en fonction de l'âge gestationnel du bébé à la naissance. Donc, le lait d'une mère qui accouche de façon prématurée, soit avant 37 semaines de grossesse, contient plus de protéines et de minéraux. Le lait maternel change avec l'âge de votre bébé. Comme nous venons de discuter, il change pour être du colostrum, pour finalement être du lait transitoire, puis du lait parfait. Le lait maternel varie selon l'heure de la journée. Le lait qui a produit la nuit contient plus de gras. Le lait maternel change pendant la tétée. Le lait de début de tétée est riche en eau et en vitamines, tandis que le lait de fin de tétée est plus riche en gras et en calories. Le lait maternel s'adapte selon les saisons. Le lait contient plus d'eau pendant la période de l'été. Le lait varie aussi selon ce que vous mangez et ce que vous buvez. Donc, votre lait peut changer de goût. Le lait maternel change aussi d'un sein à l'autre. Comme par exemple quand on allaite 2 enfants en même temps. Allaitement en tandem. Le lait maternel change selon l'exposition aux infections de la mère ou du bébé. Il y a une augmentation des globules blancs. Le lait humain ou le lait maternel est spécialement conçu pour les bébés. Il contient de nombreux composants vivants et tous les éléments nutritifs nécessaires à la croissance, au développement et au système immunitaire de votre bébé. Le lait maternel offre une immunité au bébé car il contient des anticorps et d'autres facteurs pour protéger l'intestin. Le lait maternel contient des globules blancs pour détruire les bactéries néfastes. Il contient des composants pour empêcher les germes de se fixer. Le lait maternel contient beaucoup de bactéries bénéfiques. C'est comme un antibiotique naturel. Le positionnement. La position peut faire une différence pour vous et votre bébé pendant les tétées. Il n'y a pas de règles précises, mais il existe des principes de positionnement qui pourront vous aider. Pour vous, il est important que vous soyez confortable, que vous ayez une bonne posture et un bon alignement. Approchez le bébé vers vous. Essayez d'éviter de vous pencher vers l'avant pour l'allaiter. Amenez plutôt le bébé à vous et non pas votre sein au bébé. Ayez le dos et vos bras soutenus. Les genoux légèrement placés un peu plus haut que les hanches peut aussi vous aider. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser quelque chose sous vos pieds. S'installer dans une chaise
peut être plus facile pour se placer. Mais si vous n'êtes pas bien en position assise, vous serez peut-être mieux allongé. Un soutien pour votre dos et vos bras peut vous aider. Des oreillers peuvent être utilisés comme soutien, mais un oreiller d'allaitement n'est pas obligatoire. Pour votre bébé, il est important que vous souteniez la base de sa tête et son corps. Que vous placez sa tête à la hauteur de votre sein ou légèrement en dessous. Que vous alignez son oreille, son épaule et sa hanche. Tenez-le près de vous, ventre contre ventre. Pointez votre mamelon vers son nez. Son menton touche votre sein. Ces conseils sont importants pour toutes les positions d'allaitement que vous utilisez. Trouvez une position qui vous convient. N'oubliez pas que lorsque le bébé apprend à se nourrir efficacement, vous pouvez être assise pendant un certain temps. C'est donc important que vous soyez confortable. Essayez différentes positions d'allaitement pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre bébé. Veuillez vous exercer avec une poupée en regardant les prochaines diapositives. Essayez des positions en utilisant une poupée ou un ours en peluche jusqu'à l'arrivée du vrai bébé vous aidera à développer vos compétences et votre confiance. Les positions les plus courantes sont semi-allongé ou naturel, madone inversée, ballon de football, madone, allongé sur le côté et en tandem. La position semi-allongée ou naturelle. La position semi-allongée ou naturelle est une façon naturelle et intuitive pour le bébé de trouver le sein. Cette méthode est utile quand le bébé apprend à téter, ne tète pas bien ou lorsque la mère a les mamelons douloureux. Vous pouvez avoir recours à cette méthode à tout moment lorsque vous êtes en position allongée ou semi-assise. Il est important de tenir le bébé de façon sécuritaire, peau à peau, sur votre poitrine. Il ne faut pas exercer une pression sur le dos ou le cou du bébé pour le maintenir en place. Simplement le tenir. Vous serez assisté par la gravité pour soutenir le bébé. Dans cette position, le bébé commencera à bouger la tête de haut en bas à la recherche du sein. Le bébé semblera faire des hochements de la tête, puis cherchera le sein et essaiera de l'atteindre, parfois même en rampant. Il enfoncera son menton dans le sein, ouvrira grand la bouche et prendra le sein. Exercez-vous avec une poupée ou un ours en peluche. Cliquez sur le lien dans la diapositive. Voici d'autres positions d'allaitement. Vous pouvez vous exercer avec une poupée ou un ours en peluche. Pour la position ballon de football et la madone inversée, cliquez sur le lien dans la diapositive. Voici une autre position d'allaitement, la position allongée sur le côté. Vous pouvez aussi vous exercer avec une poupée ou un ours en peluche. Cliquez sur le lien dans la diapositive. Voici d'autres positions d'allaitement, allaitement en tandem, allaitement de jumeaux. De nombreuses mères continuent à allaiter leur enfant pendant la grossesse et après la naissance d'un nouveau bébé. C'est ce qu'on appelle l'allaitement en tandem. Pour la majorité des personnes en bonne santé, c'est tout à fait sécuritaire. Parlez-en à votre fournisseur de soins de santé primaire. Il est possible d'allaiter des jumeaux et même des triplés ou des quadruplés. Si vous attendez plus d'un bébé, communiquez avec d'autres membres de votre collectivité pour savoir comment cela s'est fait pour eux. Pendant les premiers jours d'hospitalisation, le personnel vous aidera à vous assurer que chaque bébé sait comment prendre le sein comme il faut et vous aidera ensuite à les nourrir ensemble si vous le souhaitez. Cliquez sur le lien dans la diapositive. Voici d'autres positions d'allaitement. La madone et la position en califourchon. Vous pouvez vous exercer avec une poupée ou un ours en peluche. Cliquez sur le lien dans la diapositive. Une bonne prise du sein. Une bonne prise du sein du bébé est importante pour de nombreuses raisons. C'est important que le bébé prenne bien le sein pour prévenir les mamelons douloureux et pour s'assurer qu'il avale suffisamment de lait.
La mère peut ressentir un léger tiraillement quand le bébé tète, mais elle ne devrait jamais ressentir de douleur. Il peut y avoir un peu d'inconfort au début d'une mise au sein, mais elle s'arrête après l'éjection du lait. Si la douleur persiste, il est important de réévaluer la prise du sein. Pour avaler suffisamment de lait, le bébé doit avoir la tête légèrement inclinée vers l'arrière, le nez dégagé et le menton doit toucher le sein. Essayez d'avaler une gorgée d'eau lorsque votre menton touche votre poitrine. C'est plutôt difficile. Tournez tout le corps du bébé, pas seulement la tête, pour avoir une position poitrine contre poitrine, c'est-à-dire ventre contre ventre. Soutenez le sein avec la main placée en C ou en U, selon ce qui vous convient, en gardant les doigts bien en arrière de l'aréole. La prise du sein en C. Les doigts sont placés derrière l'aréole. Le pouce repose sur la partie supérieure du sein et les doigts en dessous. La prise en U. La main est placée complètement sous le sein, contre la paroi thoracique. La zone entre le pouce et l'index soutenant le sein. Le pouce repose sur un côté du sein, les autres doigts se plaçant du côté opposé. Il est important de placer le bébé pour que son nez soit près de votre mamelon. Laissez-le lécher et explorer cette zone. Attendez que le bébé ouvre grand la bouche, comme un bâillement. Une fois sa bouche grande ouverte, apportez le bébé vers le sein. Soutenez votre bébé en plaçant votre main derrière ses épaules pour supporter son cou et non pas sa tête. Lorsque le bébé prend bien le sein, les lèvres sont retroussées et on peut voir une plus grande partie de l'aréole au-dessus de la lèvre supérieure plutôt qu'en dessous. Pendant qu'il tète, les joues sont rondes et pleines. On peut l'entendre téter et avaler. Un son K. Lorsque le bébé se détache du sein, la couleur et la forme du mamelon ne devraient pas avoir changé. Il arrive parfois que le mamelon ait une forme allongée, mais il ne devrait pas être comprimé ou pincé. Les premiers jours ou les premières semaines, le fait de tenir son sein dans sa main pendant la tétée peut aider, particulièrement si votre sein est lourd. Les femmes qui ont des seins plus volumineux peuvent choisir d'utiliser un petit rouleau pour placer sous le sein pour un soutien supplémentaire. Une fois que l'allaitement est établi et que le bébé peut maintenir une prise de sein profonde, un soutien pendant toute la durée de la tétée peut ne pas être nécessaire. Cependant, si à un moment donné, les mamelons deviennent douloureux, il convient de faire un retour au soutien du sein. Pour voir comment obtenir une prise du sein efficace, cliquez sur le lien dans la diapositive. Que pouvez-vous observer? Quelle différence remarquez-vous entre une bonne prise du sein et une mauvaise prise du sein? Dans l'image de gauche, la prise du sein est bonne. Elle est bonne parce que le menton touche le sein. Le nez est éloigné du sein. La bouche est grand ouverte et les lèvres sont retroussées. L'aréole est plus visible au-dessus qu'en dessous de la bouche. La prise est asymétrique, qu'on appelle. Dans l'image de droite, la prise du sein est mauvaise. Elle est mauvaise parce que le menton est éloigné du sein. La bouche n'est pas grand ouverte. La lèvre inférieure est dirigée vers l'extérieur ou est rentrée par en dedans. L'aréole est plus visible en dessous de la bouche qu'au-dessus. Si vous ressentez une douleur, retirez le bébé du sein. Pour ce faire, insérez doucement un doigt au coin de la bouche, arrêtez la succion et retirez le bébé du sein pour éviter des dommages permanents. Cela indiquera également au bébé que la prise du sein n'était pas adéquate. Que pouvez-vous observer? Une bonne prise du sein et une mauvaise prise du sein. Dans l'image de gauche,
La prise du sein était bonne, puisque le mamelon est demeuré rond après la tétée. Dans l'image de droite, la prise du sein était mauvaise, puisque le mamelon était comprimé et pincé. Une mauvaise prise du sein peut causer des blessures au mamelon, peut réduire la quantité de lait avalé par votre bébé. Une mauvaise prise du sein peut aussi diminuer la production de lait. Si vous éprouvez de la douleur lors de l'allaitement, il se peut que le problème soit relié à une mauvaise prise du sein. Retirez doucement le bébé du sein et recommencez. Il est important de vous rappeler que pour retirer le bébé du sein et interrompre la succion, insérez doucement un doigt au coin de la bouche et placez-le entre les gencives jusqu'à ce que le bébé soit complètement retiré du sein. Si vous ne faites que briser la succion, le bébé risque de refermer la bouche sur le mamelon au moment où il est retiré, ce qui pourrait endommager le mamelon. Que pouvez-vous observer? Regardez les deux images à l'écran. Les deux images représentent une bonne prise du sein, puisque le menton touche le sein, le nez est éloigné du sein, la bouche est grande ouverte, l'aréole est visible au-dessus plus qu'en dessous de la bouche. Les joues semblent être pleines et arrondies. Ils ne creusent pas vers l'intérieur. Regardez les deux images à l'écran. Que pouvez-vous observer? Dans l'image 1, la prise du sein est mauvaise puisque le menton est loin du sein. La bouche n'est pas grande ouverte. L'aréole est plus visible en dessous de la bouche qu'au-dessus. Dans l'image 2, la prise du sein est également mauvaise puisque la bouche n'est pas grande ouverte. La lèvre supérieure est tournée vers l'intérieur. L'aréole est plus visible en dessous de la bouche qu'au-dessus. Une mauvaise prise du sein est la principale cause des mamelons douloureux. Pour bien démarrer l'allaitement, certaines pratiques aident à bien démarrer l'allaitement, alors que d'autres peuvent nuire ou ralentir les choses. Même si ce n'est pas un début parfait, avec un peu de temps, de patience et de pratique, l'allaitement en vaut toujours la peine. Soyez gentil avec vous-même et donnez-vous du temps. En tant que parent, il est important d'être bien informé en ce qui concerne le travail et l'accouchement et les effets sur l'allaitement. Par exemple, comprendre quel type d'interventions peuvent être utilisées et pourquoi. Il est également important d'établir un plan de naissance et d'en discuter avec votre fournisseur de soins de santé primaire lors de vos visites prénatales et à votre admission. Cependant, vous devez également être conscient que des situations peuvent parfois se présenter qui sont hors de notre contrôle et venir perturber un peu votre plan de naissance. Travail et accouchement. Les méthodes non pharmacologiques pour le confort pendant l'accouchement sont une priorité. Les recherches montrent que certaines interventions pendant le travail, comme les médicaments et les actes médicaux, peuvent avoir un effet sur le tonus du bébé et sa capacité à coordonner la succion, déglutition, respiration, qui sont nécessaires à un allaitement efficace. Discutez avec votre fournisseur de soins de santé primaire des possibilités de soulagement de la douleur pendant le travail et l'accouchement. Posez des questions afin d'avoir les renseignements dont vous avez besoin avant le début du travail et prenez une décision éclairée en fonction de ce qui vous convient le mieux. Si vous avez besoin d'interventions qui rendent le bébé un peu plus somnolent après la naissance, gardez votre bébé près de vous, peau contre peau, autant que possible. Commencez l'expression manuelle du colostrum rapidement et fréquemment afin de pouvoir donner chaque goutte à votre bébé endormi ou à votre bébé qui ne prend pas bien le sein. Le goût et la senteur du colostrum aidera votre bébé à se réveiller et à téter plus efficacement. De cette façon, votre bébé recevra l'alimentation nécessaire et vous n'aurez pas besoin de vous soucier de l'utilisation de d'autres types de lait. Nous allons voir ensemble certaines pratiques qui aident à l'allaitement. Tout d'abord, le peau à peau. Le contact peau à peau est le début d'une relation extraordinaire entre vous et votre bébé. C'est l'habitat normal de tous les bébés. C'est l'endroit où ils se sentent le plus en sécurité. Le contact peau à peau est une pratique qui consiste à déposer le bébé nu en position ventrale sur la poitrine nue de sa mère. Le bébé peut être complètement nu ou porter une couche et ou un chapeau.
Le pot-à-pot vous aidera à créer un sentiment d'attachement avec votre bébé. Il vous aidera à vous sentir plus en confiance avec votre bébé. Il vous aidera à récupérer après l'accouchement et réguler les hormones. Il vous aidera à reconnaître quand votre bébé a faim. Le pot-à-pot aide à l'allaitement et à la production de lait. Le pot-à-pot aide aussi à votre bébé. Il aide votre bébé à s'adapter à la vie extérieure. Il stabilise sa fréquence cardiaque, sa respiration et son taux de sucre dans le sang. Le pot-à-pot aide votre bébé à se garder au chaud et se sentir en sécurité. Il aide votre bébé à développer une protection contre les bactéries nocives. Il aide aussi votre bébé à être calme et à moins pleurer, et même contrôler la douleur. Pratiquer le pot-à-pot aide aussi votre bébé à apprendre à téter naturellement. Pour un contact pot-à-pot en toute sécurité. Le contact et les soins en pot-à-pot devraient commencer immédiatement après la naissance pour tous les bébés stars. Ils ne devraient pas être interrompus, sauf pour une raison médicale. Ils devraient se poursuivre pendant l'heure ou les 2 premières heures, ou jusqu'à ce que la première tétée soit terminée, ou jusqu'à ce que vous vouliez arrêter. Votre partenaire ou la personne de soutien peut également offrir un contact de pot-à-pot si vous ne pouvez pas ou si vous n'êtes pas disponible. Votre bébé se sent en sécurité en reconnaissant les battements de votre cœur, votre voix et votre odeur. C'est un moment privilégié entre vous et votre bébé. C'est une bonne idée de retarder l'arrivée des visiteurs, des appels, des envois de courriels ou de textos. On peut peser, mesurer et donner le bain de bébé plus tard, soit après la première ou la deuxième mise au sein. Les procédures hospitalières de routine telles que l'administration de vitamine K, les prélèvements sanguins ou les évaluations peuvent être effectuées lorsque votre bébé repose en pot-à-pot. Il y a des principes à respecter pour pratiquer le pot-à-pot de façon sécuritaire. Tout d'abord, votre bébé doit avoir les épaules, la poitrine et les hanches qui vous font face. Vous devez pouvoir voir son visage. Sa tête est vers le haut, en position de reniflement qu'on appelle, et non pas vers le bas. Sa tête est tournée vers le côté. Le cou du bébé est droit et il n'est pas plié. Le nez et la bouche ne sont pas couverts. Les jambes du bébé sont en position de grenouille. Le dos du bébé est recouvert d'une couverture. Pour pratiquer le pot-à-pot de façon sécuritaire, vous, la mère ou votre partenaire, devez être en position semi-assise, être alerte et reposée. Vous devez être dans un endroit bien éclairé afin d'être capable de voir la coloration de votre bébé. Si vous êtes somnolente et fatiguée, placez votre bébé dans un berceau ou en contact pot-à-pot avec quelqu'un d'autre qui est réveillé et alerte. À l'hôpital, l'infirmière évalue régulièrement la mère et le bébé pendant la période postpartum, en gardant une attention particulière la nuit et tôt le matin. Essayez des positions avec une poupée ou un ours en peluche. Quels sont les éléments dans cette image, à l'écran, qui rend le contact pot-à-pot sécuritaire ou non sécuritaire? Regardez les images à l'écran et rappelez-vous les principes qui rendent le pot-à-pot sécuritaire. Les images avec un crochet indiquent que le pot-à-pot est sécuritaire. Les images avec des X représentent que le pot-à-pot n'est pas sécuritaire. Une autre pratique qui aide à l'allaitement est d'offrir le sein peu après la naissance. La plupart des bébés sont prêts à téter dans les 30 à 60 minutes après la naissance. Surveillez les signes ou les indices vous informant que votre bébé est prêt à téter et profitez de ce moment. Assurez-vous que votre bébé prend bien le sein et laissez-le téter jusqu'à ce qu'il soit rassasié. En général, l'infirmière est avec vous pendant cette période, alors posez-lui toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Ces tétées précoces permettront de stabiliser la glycémie du bébé et l'aideront à passer ses premières selles qu'on appelle le méconium. Après cette période, les bébés ont généralement une période de sommeil plus longue afin de récupérer de la naissance.
Alors il peut arriver qu'il dorme environ 3 à 5 heures d'affilée. Reposez-vous pendant cette période, car une fois que le bébé se réveille à nouveau, les tétées peuvent être assez fréquentes, y compris la nuit. Les tétées précoces, fréquentes et ou plus longues assurent une bonne production de lait. Une autre pratique qui aide à l'allaitement est de garder son bébé près de soi, c'est-à-dire la cohabitation 24 heures sur 24. La cohabitation avec votre bébé peut vous aider avec l'allaitement. La cohabitation désigne la pratique selon laquelle le bébé reste avec vous, dans la même chambre, pendant le séjour à l'hôpital et dans la même chambre à la maison pendant les 6 premiers mois de la vie. Pendant votre séjour à l'hôpital, nous vous encourageons à vous reposer et à faire une sieste pendant que votre bébé dort dans son berceau. À l'hôpital, la cohabitation vous aidera à vous préparer à votre retour à la maison et apprendre à mieux connaître votre bébé. La cohabitation comporte de nombreux avantages pour les mères. Il vous permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Il augmente la confiance en vous. Il favorise l'allaitement maternel et il vous permet d'apprendre les signes de faim de votre bébé. La cohabitation comporte des avantages aussi pour votre bébé. Il permet à votre bébé d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Il favorise une meilleure stabilité de sa température, de son taux de sucre dans le sang. Les bébés pleurent en moins et sont plus faciles à se calmer. Ils adorent être auprès de vous. Les bébés allaitent plus tôt, plus longtemps et plus facilement quand ils cohabitent avec leur mère. La cohabitation diminue les hormones de stress et, en étant près de vous, le bébé est exposé aux bactéries de la mère, ce qui peut prévenir certaines maladies. Le conjoint ou une personne de soutien est encouragé à demeurer auprès de vous lorsque vous êtes à l'hôpital. Pour des mesures de sécurité supplémentaires lors de votre séjour à l'hôpital, n'hésitez pas à demander une pièce d'identité à toute personne qui entre dans votre chambre et vous dit qu'il amène son bébé pour des tests ou à tout autre endroit en dehors de votre champ de vision. Vous pouvez demander d'accompagner le bébé s'il doit être sorti de votre chambre. Une autre pratique qui aide à l'allaitement est d'allaiter votre bébé selon les signes de faim. Les bébés ont besoin de manger souvent, soit au moins 8 fois toutes les 24 heures, y compris la nuit. Ils ont besoin de téter souvent pour leur croissance, mais aussi pour vous construire une bonne production de lait. Il est important de laisser votre bébé téter jusqu'à ce qu'il soit rassasié. De ne pas restreindre la durée des boires et de ne pas allaiter selon un horaire ou une routine. Parfois, les parents entendent dire que les bébés devraient avoir une routine et manger selon un horaire précis. Cependant, il est important de nourrir le bébé aussi souvent qu'il montre des signes qu'il a faim. Certains bébés peuvent avoir 3 ou 4 tétées rapprochées et se reposeront ensuite plus longtemps. C'est normal. Les tétées fréquentes sont normales. Elles aident à contrôler l'ictère physiologique, qu'on appelle aussi la jaunisse. Elles limitent la perte de poids, puis encouragent la prise de poids précoce. Des tétées fréquentes ne signifie pas qu'il n'y a pas assez de lait ou que le lait n'est pas bon. La production de lait fonctionne selon le principe « on s'en sert ou on le perd ». Plus les bébés tètent, plus les seins produisent du lait. Voyons maintenant les signes de faim du bébé. Votre bébé est capable de vous indiquer lorsqu'il a faim. Voici les premiers signes de faim. Votre bébé essaie de vous dire « Papa, maman, j'ai faim » lorsqu'il devient plus agité, c'est-à-dire qu'il commence à bouger. Lorsqu'il ouvre et ferme sa bouche. Il peut aussi faire du bruit avec sa bouche ou se lécher les lèvres. Il tourne la tête et cherche. Par la suite, surviennent les signes de faim actifs. Votre bébé essaie de vous dire « Papa, maman, j'ai vraiment faim ». Lorsqu'il s'étire, se tortille et respire plus rapidement. Lorsqu'il bouge les bras et les jambes davantage. Lorsqu'il porte ses mains à sa bouche. Il tourne la tête vers la poitrine de la personne qui le tient. Il essaie de se mettre en position pour téter, soit en s'allongeant, soit en tirant sur les vêtements. Il vous touche au bras ou à la poitrine de manière répétée.
Par la suite arrivent les signes de faim tardifs. Votre bébé essaie de vous dire « Je suis affamé. Papa, maman, calmez-moi, puis nourris-moi. » C'est lorsque votre bébé pleure, lorsqu'il bouge la tête vigoureusement d'un côté à l'autre. Il est agité et bouge beaucoup, et sa peau devient rouge. Il peut être difficile d'installer un bébé au sein lorsqu'il présente des signes de faim tardif. Il se peut au début que vous manquiez les premiers signes de faim. Donnez-vous une chance d'apprendre à connaître votre bébé. Si c'est le cas, placez votre bébé en peau à peau ou exprimez quelques gouttes de colostrum et déposez-les sur les lèvres de votre bébé pour le calmer. Lorsqu'il est calme, vous pouvez réessayer de l'installer au sein. Vos habitudes alimentaires. Prenez un moment et pensez à une journée où vous avez accès à la nourriture à volonté. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez mangé ou bu et au temps que vous avez pris pour terminer votre collation, votre breuvage ou votre repas. Pensez comment vous vous êtes senti lorsque vous aviez vraiment faim ou soif et que vous n'aviez pas accès à la nourriture ou au breuvage. Répondez maintenant aux questions suivantes. Combien de fois avez-vous mangé? La moyenne est d'environ toutes les 1 à 2 heures. Ou combien de fois en 24 heures vous avez apporté quelque chose à votre bouche? La moyenne est de 8 à 12 fois. Quelle a été la durée de votre repas? La moyenne est de 20 à 30 minutes. Y a-t-il des moments où vous prendriez plus de temps pour un repas? Comme exemple, lorsque vous avez des conversations, un temps social ou que vous voulez juste vous détendre. Comment vous sentez-vous quand vous avez très faim ou soif et que vous n'avez ni nourriture ni eau? Vous sentez-vous en colère et avez-vous l'impression de ne pas avoir d'énergie ou vous avez peut-être un mal de tête? Lorsque vous manquez un repas, cela vous apprend-il à tenir plus longtemps sans nourriture ou au contraire, cela accroît-il votre besoin de vous alimenter? Essayez-vous de prendre du poids? Les bébés, eux, doivent doubler leur poids en 4 à 6 mois. Que feriez-vous différemment si vous deviez doubler votre poids? Les bébés doivent prendre du poids et avoir doublé leur poids de naissance vers l'âge de 6 mois. Cela signifie qu'ils doivent manger souvent, y compris la nuit, et qu'ils doivent avoir une alimentation riche en calories. Le lait de fin de tétée. Reporter ou retarder les tétées donne des calories vides, de l'eau au lieu du lait. Raccourcir les repas et laisser le bébé pleurer ne favorise pas la prise de poids. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de calories dans une suce et qu'il n'y a jamais d'avantage à garder un bébé affamé quand il a besoin de manger. Seul le bébé peut déterminer quand il a faim et quand il est rassasié. Nous allons voir ensemble la taille de l'estomac de votre bébé. À la naissance, la taille et le poids des bébés varient d'un bébé à l'autre, mais ils ont tous de très petits estomacs. Leur estomac a une capacité limitée, surtout les premiers jours. Puisque leur estomac est petit, ils doivent manger plus souvent, soit au moins 8 fois sur une période de 24 heures. Il est important de surveiller les signes de faim du bébé, car ils sont parfois très subtils. Si vous avez eu un long travail ou un accouchement difficile, votre bébé peut avoir besoin d'un rappel discret de se nourrir fréquemment. Chaque bébé est différent et a des habitudes alimentaires différentes. L'alimentation varie d'un jour à l'autre en fonction de nombreux facteurs, notamment la capacité de l'estomac, le niveau d'activité, les poussées de croissance, la faim, la quantité de lait retiré du sein et la quantité de lait disponible dans le sein. Alors, comme vous voyez à l'écran, l'estomac du bébé nouveau-né au jour 1 et au jour 2 est à peu près la taille d'une cerise. Au bout de 3 à 4 jours, il atteint approximativement la taille d'une noix. Après 5 ou 6 jours, on peut comparer la taille de l'estomac à un abricot ou à une balle de ping-pong. Au bout de 1 à 3 semaines, sa taille ressemble à celle d'un œuf. Au fur et à mesure que le bébé grandit, la quantité de lait que l'estomac peut contenir augmente. Faites confiance à votre bébé pour vous dire
quand il a assez mangé. Nous allons maintenant voir les pratiques qui peuvent nuire à la mise en place de l'allaitement. Premièrement, l'utilisation de tétines artificielles. Les tétines artificielles ont une forme rigide, contrairement aux seins, qui sont mous et flexibles. Pour téter efficacement, un bébé doit avoir la bouche grande ouverte, le mamelon étant placé loin, à l'arrière de la bouche du bébé, soit loin du mouvement des gencives et de la langue. L'utilisation de tétines artificielles et de biberons avant que la prise du sein ne soit bien établie peut empêcher le bébé d'apprendre à prendre le sein correctement. Cela peut entraîner des mamelons douloureux, des blessures au mamelon ou un refus de se nourrir. Une tétine artificielle s'insère facilement dans la bouche d'un bébé, même lorsque celle-ci est presque fermée. La mécanique des muscles utilisés pour la tétée diffère également lorsqu'un bébé boit au sein plutôt qu'au biberon. Un bébé qui satisfait son besoin de succion à l'aide d'une suce passera moins de temps à stimuler le sein, ce qui pourrait diminuer la production de lait. Il est également très facile de donner trop de lait au biberon, car un bébé au ventre plein peut continuer à boire, même s'il n'a plus faim, pour combler son besoin de tétée. L'utilisation de tétines artificielles, biberons ou suces, ne sont pas recommandées et doivent alors être évitées jusqu'à ce que le bébé ait appris à bien téter. N'oubliez pas que tous les bébés apprennent à une vitesse différente. La prise du sein de certains bébés est rapide, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps. Ne les poussez pas à essayer d'apprendre trop de choses en même temps. Si vous prenez la décision d'utiliser des tétines artificielles, essayez d'attendre que l'allaitement soit bien établi, soit à environ 6 semaines de vie. Une autre pratique qui peut nuire à l'allaitement est de donner des suppléments sans raison médicale. L'utilisation de préparations pour nourrissons lorsque cela n'est pas indiqué peut influencer négativement la production de lait de la mère. Si votre bébé a besoin de recevoir plus de lait, le lait maternel de la mère, fraîchement exprimé à la main ou à l'aide d'un tire-lait, est recommandé. Les premiers jours, vous pouvez exprimer votre lait à la main et en donner à votre bébé même s'il tète bien, au sein. L'expression manuelle du lait maternel fréquente vous aidera à augmenter votre production de lait. Lorsque, pour des raisons médicales, un bébé a besoin de plus de lait, il est recommandé de donner le lait maternel de la mère, fraîchement exprimé en premier lieu. Si la mère ne réussit pas à exprimer suffisamment de lait, le lait d'une donneuse provenant d'une banque de lait est conseillé. Si un don de lait n'est pas disponible, il est possible que certains bébés nécessitent l'utilisation de préparations commerciales pour nourrissons de façon temporaire. Si c'est le cas, le personnel de soins en discutera avec vous afin de vous expliquer les raisons, vous soutenir et vous aider à utiliser les suppléments de façon sécuritaire pour la plus courte durée possible. Vous recevrez de l'information sur les façons de supplémenter qui auront moins d'impact sur l'allaitement. Vous pourrez choisir la façon qui vous convient le mieux. Les renseignements, comment préparer, donner et conserver les préparations pour nourrissons en toute sécurité, vous seront donnés. Vous recevrez également des renseignements imprimés. Les quantités approximatives nécessaires seront examinées et discutées au fil des jours avec vous. Un suivi étroit sera effectué pour s'assurer que vous et votre bébé repreniez l'allaitement exclusif de manière sécuritaire le plus rapidement possible. Voici quelques façons de supplémenter votre bébé autre qu'avec la bouteille. Tout d'abord, on peut supplémenter le bébé avec un petit gobelet ou à l'aide d'un dispositif d'aide à l'allaitement, comme par exemple avec un tube qu'on installe sur le sein ou au bout de votre doigt. Vous pouvez aussi supplémenter votre bébé avec une petite cuillère. Si vous êtes inquiète que votre bébé ne reçoive pas suffisamment de lait, parlez-en avec votre infirmière ou votre fournisseur de soins de santé primaire. Ils vous aideront à évaluer les signes que votre bébé se nourrit bien. Si votre bébé prend bien le sein, tète vigoureusement, et que vous l'entendez avaler, il n'a sûrement pas besoin d'aliments supplémentaires.
Il a peut-être seulement besoin d'être réconforté et être près de vous. Les bébés pleurent pour diverses raisons. C'est leur façon de s'exprimer. La brochure provinciale Allaiter votre bébé contient de nombreux renseignements, notamment sur le stockage et la congélation du lait. Une autre pratique qui peut nuire à l'allaitement est d'emmailloter les bébés. L'emmaillotement est une autre pratique qui peut nuire à l'allaitement. L'emmaillotement a été utilisé comme méthode pour aider à calmer les bébés dans l'espoir qu'ils s'endorment plus rapidement et qu'ils dorment plus longtemps. Cependant, au cours des premiers mois, les bébés ne devraient pas dormir toute la nuit. Ils ont besoin de téter souvent pour bien se nourrir et pour bien construire une bonne production de lait. Les bébés communiquent leurs besoins de manger en bougeant, en apportant leurs mains à leur bouche. Alors, s'ils sont emmaillotés, les bébés ne peuvent pas démontrer leurs signes de faim. Ils ne peuvent pas bouger librement ou apporter leurs mains à leur bouche. Ils tètent moins souvent. Ils ont des cycles de sommeil plus irréguliers. Ils consomment moins de lait et perdent plus de poids. Des recherches ont démontré que l'emmaillotement à la naissance et après peut être nuisible, car l'absence de contact peau à peau diminue la libération d'hormones bénéfiques produites pendant ce contact. Cette pratique peut également rendre la prise du sein plus difficile et nuire à l'allaitement. L'emmaillotement serré sur une longue période est lié à une dysplasie de la hanche et aux difficultés respiratoires. Les parents doivent suivre les recommandations de Santé Canada et de l'Agence de santé publique du Canada pour assurer un sommeil sécuritaire à leur bébé. Cliquez sur l'image dans la diapositive. Voyons ensemble à quoi ressemble la vie quotidienne avec un bébé allaité. Tout d'abord, parlons de la deuxième nuit. Les premiers jours de la vie avec un nouveau-né sont une expérience d'apprentissage. Chaque nouveau-né est unique. Lors de la deuxième nuit, il se peut que votre bébé soit difficile à consoler parce qu'il vient de quitter le confort de votre utérus et il se trouve dans un nouvel environnement. Il a mal au ventre. La digestion du lait et les gaz sont des nouvelles sensations pour votre bébé. Pendant la deuxième nuit, il est maintenant plus réveillé. Il a envie d'être au sein ou en peau à peau, car c'est l'endroit où il se sent le plus en sécurité. La nature fait bien les choses, puisqu'en réclamant le sein souvent, il stimule la montée de lait. Il se peut que vous soyez plus fatigué, que vous vous sentez frustré et même découragé. Il se peut que vous vous sentez impuissant devant les pleurs de votre bébé. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une période passagère. Votre bébé s'adapte à son nouvel environnement. Pendant la deuxième nuit, pour aider, vous pouvez placer votre bébé en peau à peau, ou votre partenaire peut le faire. Vous pouvez lui donner le sein souvent et le laisser téter jusqu'à ce qu'il s'endorme. Vous pouvez exprimer quelques gouttes de colostrum et les déposer dans sa bouche ou sur ses lèvres. Vous pouvez demander à votre partenaire de le promener ou de le bercer. Pour récupérer, limitez le nombre de visiteurs pour maintenir un environnement calme. Prenez l'habitude de dormir quand bébé dort. Informez votre famille et vos amis que vous souhaitez vous reposer. Si vous ressentez de la douleur ou des courbatures, n'hésitez pas à demander les médicaments antidouleurs qui vous sont prescrits. Certains parents commencent à penser que le bébé ne boit pas assez ou qu'ils les utilisent comme une suce. De nombreux nouveau-nés ont simplement besoin d'être rassurés par l'allaitement et le contact peau à peau. Ce contact les aide à se sentir plus à l'aise et en sécurité. Des tétées fréquentes pendant cette période aideront réellement la production de lait. Les parents ont également besoin d'être rassurés que l'effet que l'allaitement se déroule bien et que les choses iront mieux de jour en jour. Vous pouvez vous référer à la ressource du Nouveau-Brunswick. Cliquez sur l'image dans la diapositive. Parlons maintenant du comportement alimentaire d'un bébé allaité. Chaque bébé est différent et les habitudes d'allaitement peuvent varier. Les bébés doivent être nourris chaque fois qu'ils démontrent des signes de faim, soit au moins 8 fois par période de 24 heures. Les bébés demandent le sein souvent les premières semaines, le jour comme la nuit, pour construire une bonne production de lait. Pour que vous puissiez allaiter votre bébé
plusieurs mois, voire plusieurs années. Progressivement, il espacera ses tétés et il commencera à dormir plus longtemps. Certains bébés prennent les 2 seins à chaque tétée, tandis que d'autres se contentent d'un seul sein. La durée d'une tétée varie, certains bébés étant satisfaits très rapidement et d'autres prennent leur temps. Il est normal pour les bébés de regrouper les tétées pour ensuite dormir plus longtemps. Il est donc possible qu'ils demandent à téter chaque heure pour quelques fois, pour ensuite dormir 3 à 5 heures. Après un certain temps, il y aura un meilleur équilibre entre les besoins du bébé et l'introduction de nouvelles routines pour la famille, comme par exemple le bain et l'heure du coucher. La routine changera au fur et à mesure que le bébé grandira. Parlons maintenant des poussées de croissance. Certains jours, les bébés ont l'air perturbés et semblent vouloir téter à de nombreuses reprises ou prendre plusieurs petites collations. Ce sont les jours où le bébé a besoin de plus de calories pour soutenir une prochaine poussée de croissance. Les poussées de croissance sont normales et peuvent être différentes pour chaque bébé. Souvent, le bébé se nourrit plus fréquemment pendant cette période. Vous avez l'impression qu'il a toujours faim. Mais cette période n'est que passagère. Lorsque les poussées de croissance surviennent, certaines mères s'inquiètent de ne pas produire suffisamment de lait. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter si votre bébé grandit bien et prend du poids. Les poussées de croissance se situent généralement autour de 10 jours, 3 semaines, 6 semaines, 3 mois et 6 mois. Discutons maintenant de façon de calmer votre bébé. Les bébés pleurent pour diverses raisons. Inconfort, solitude, faim, peur, fatigue. Certains pleurent plus que d'autres, même s'ils sont en bonne santé et bien nourris. On ne peut pas gâter un bébé en le prenant dans nos bras et en le réconfortant. En fait, les bébés se développent mieux si les parents répondent rapidement à leurs besoins. Pour réconforter ou apaiser votre bébé, vous pouvez l'allaiter. Vous pouvez exprimer votre lait et en appliquer quelques gouttes sur votre mamelon pour que votre bébé puisse le sentir et le goûter. Vous pouvez prendre votre bébé dans vos bras, le tenir en contact peau à peau. Vous pouvez lui parler ou lui chanter quelque chose. Vous pouvez changer sa couche si elle est mouillée ou changer ses vêtements s'ils semblent trop chauds ou pas assez. Il y a des signes ou des indices que vous pouvez surveiller afin de savoir si votre bébé reçoit suffisamment de lait. Voici des indices que votre bébé reçoit suffisamment de lait. Votre bébé prend suffisamment de poids. Les bébés peuvent perdre du poids de 5 à 7 % de leur poids de naissance au cours des 3 à 4 jours suivant la naissance. Ils devraient retrouver leur poids de naissance d'ici 10 à 14 jours. D'autres signes sont que votre bébé a suffisamment de couches mouillées selon son âge. Il a suffisamment de couches souillées selon son âge. Il est actif et vigoureux. Il est calme et somnolent après la tétée. Il y a aussi des indices que votre bébé prend bien le sein quand l'allaitement est sans douleur. Quand vous l'entendez avaler, vous entendez un son « K ». Ses joues sont pleines et arrondies. Elles ne sont pas creuses et ne présentent pas de fossettes. Lorsque votre bébé tète calmement et qu'il reste attaché au sein, après la tétée, votre bébé est détendu et satisfait. Après la tétée, vos seins sont plus mous. Pour mieux vous aider, voici des signes que votre bébé ne tète pas bien. La succion est continue, rapide et peu profonde. Et le bébé fait entendre des bruits de succion ou de cliquetis. Les joues du bébé sont creuses. Le bébé s'agite au sein, il le prend et le relâche fréquemment. Le bébé tète fréquemment pendant un long moment, mais il ne relâche pas le sein et semble insatisfait. L'allaitement est douloureux. Comment construire une bonne production de lait? De nombreux parents s'inquiètent de ne pas produire assez de lait pour leur bébé. C'est rarement le cas. Les situations dans lesquelles la production de lait est insuffisante sont habituellement liées à des facteurs qui limitent la quantité de lait que le bébé retire du sein. Si le lait n'est pas bien retiré, moins de lait est produit. Pour construire une bonne production de lait, stimulez vos seins suivants. Videz vos seins souvent. Allaitez votre bébé selon ses signes de faim. Exprimez votre lait à la main et pratiquez la compression du sein. Mangez de façon équilibrée.
Reposez-vous. Partagez votre chambre avec votre bébé. Évitez d'utiliser des suces ou des tétines artificielles. L'expression manuelle et la compression des seins sont des techniques qui favorisent une bonne production de lait. La compression des seins est un moyen efficace d'augmenter le débit de lait et la quantité de lait retiré des seins. Voir la vidéo, en anglais seulement, sur la compression du sein. Cliquez sur le lien dans la diapositive. Voici des facteurs qui affectent l'allaitement. La grande majorité des personnes qui allaitent partout dans le monde sont capables de produire suffisamment de lait pour leur bébé. Votre corps est conçu pour produire du lait qui nourrira votre bébé. Cependant, il peut y avoir des situations qui compliquent ce processus et ainsi affecter la production de lait. Comprendre ces risques potentiels et résoudre les problèmes qui se posent peut aider à s'assurer que votre bébé obtienne tout ce dont il a besoin. Quelque chose qui peut affecter l'allaitement est un mauvais transfert de lait. Un mauvais transfert de lait est souvent relié à une mauvaise prise du sein, une succion inefficace, des tétées courtes et non fréquentes, un bébé qui est malade ou qui est faible. Une production de lait insuffisante peut aussi affecter l'allaitement. Une production de lait insuffisante est rare. Dans ce cas, elle est souvent reliée à des tétées courtes et peu fréquentes, des tétées établies selon un horaire, un sein qui n'est pas bien vidé. Ce qui entre doit sortir. Surveillez les couches souillées pour vous indiquer si votre bébé se nourrit bien. Au cours des premiers jours, les selles de votre bébé vont du vert foncé au noir. Voir la première photo. C'est ce qu'on appelle le méconium. Le colostrum, le premier lait riche que vous produisez, agit comme un laxatif et aide votre bébé à éliminer ce méconium. Un allaitement précoce et fréquent aidera le bébé à éliminer le méconium de son système digestif. À mesure que la production de lait augmente, les selles du bébé passent du méconium à une couleur verte foncée. Voir deuxième photo. Lorsque la production de lait augmente fortement, les selles deviennent jaune moutarde, plus liquides et granuleuses. Voir la troisième photo. Elles peuvent être molles, comme du dentifrice, ou granuleuses et liquides. Le changement de couleur et de fréquence des selles est une bonne indication que votre bébé reçoit suffisamment de lait. Un bébé qui se nourrit bien peut produire des selles à chaque tétée. Ce n'est pas de la diarrhée. C'est normal. Des selles peu fréquentes au cours des premiers mois sont généralement le signe que le bébé ne boit pas assez de lait. Surveiller les couches mouillées peut aussi vous aider à savoir si votre bébé se nourrit bien. L'urine doit toujours être de couleur transparente ou jaune pâle et presque inodore. Il est courant de voir des cristaux de couleur orange-rouge ou de couleur rose saumon dans la couche du bébé au cours des 2 premiers jours de sa vie. Il s'agit généralement d'acide urique et vous ne devriez plus les voir quelques jours suivant la naissance si votre bébé boit bien. Alors, au premier jour, votre bébé devrait avoir au moins une couche mouillée et 1 ou 2 selles noires ou vert foncé collantes. Le deuxième jour, votre bébé devrait avoir 2 couches mouillées et 1 ou 2 selles noires ou vert très foncé collantes. Le troisième jour, il devrait avoir au moins 3 couches imbibées et au moins 3 selles brunes, vertes ou jaunes. Au 4e jour, votre bébé devrait avoir au moins 4 couches imbibées et au moins 3 selles brunes, vertes ou jaunes. Au 5e jour et plus, votre bébé devrait avoir au moins 6 couches imbibées et au moins 3 grosses selles molles, jaunes et granuleuses. Après un mois, certains bébés allaités peuvent avoir de très grosses selles tous les 1 à 7 jours. Il est normal pour certains bébés allaités d'avoir de nombreuses selles chaque jour. Quand on parle d'une couche mouillée, ceci représente environ 2 cuillerées à soupe, soit 30 ml. Quand on parle de couche imbibée, au moins 3 cuillères à soupe ou 45 ml. L'expression manuelle du lait maternel. Les principales raisons d'exprimer le lait maternel sont les suivantes. Votre bébé ne prend pas le sein efficacement pendant les 2 premiers jours et il est nécessaire de stimuler les seins et de donner du colostrum au bébé. Vos seins sont trop durs pour que votre bébé puisse prendre le sein. Vous souhaitez donner du lait maternel à votre bébé pendant une absence.
Vous devez augmenter la production de lait. Vous voulez offrir des gouttes de lait à votre bébé pour l'encourager à téter. Vous voulez un peu de lait pour l'étendre sur les mamelons douloureux. Les pratiques qui favorisent l'écoulement du lait. Assoyez-vous confortablement, soyez détendu et pensez à votre bébé. Massez ou caressez doucement vos seins de la poitrine vers le mamelon. Le massage peut aider à faire descendre le lait. Faites-vous masser le dos par votre partenaire. Voici la technique d'expression manuelle du lait. Tout d'abord, lavez-vous bien les mains. Massez ou caressez doucement vos seins de la poitrine vers le mamelon. Tenez votre sein d'une main. Le pouce doit être placé à l'opposé des autres doigts pour former un C autour de l'aréole. Poussez légèrement sur le sein vers l'intérieur de votre poitrine. Comprimez les doigts ensemble autour de l'aréole, puis relâchez. Répétez. Poussez, comprimez, relâchez. Recueillir les gouttes de lait dans une cuillère ou une tasse pour les donner au bébé ou les garder pour plus tard. Faites le tour du sein en répétant les étapes jusqu'à ce que le lait cesse de couler. Changez de sein et effectuez la même chose en commençant par le massage. Vous pouvez revenir au premier sein par la suite. L'expression manuelle prénatale est de plus en plus courante. Par exemple, si vous êtes diabétique, vous pouvez exprimer manuellement le colostrum et le congeler à la maison pour qu'il soit prêt à être utilisé à l'hôpital si le bébé a des problèmes d'hypoglycémie à la naissance. Vous devez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé primaire quelques semaines avant la date prévue de votre accouchement et prévoir une solution pour garder le lait congelé jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Parlez avec la consultante en lactation de votre établissement pour établir un plan. Choisir un tire-lait. Lorsque vous décidez du type de tire-lait à acheter, tenez compte de la fréquence que vous allez l'utiliser, de sa facilité d'utilisation et de nettoyage, et bien sûr de sa facilité de transport, dépendamment de vos besoins. De nombreuses mères constatent qu'elles n'ont pas besoin d'utiliser un tire-lait une fois qu'elles voient à quel point il est facile d'exprimer du lait manuellement et d'apporter leur bébé allaiter avec soi. L'expression du lait à la main ne nécessite pas d'électricité ni de pile. Par contre, les mères qui sont éloignées de leur bébé pendant une longue période auront besoin d'un moyen d'exprimer leur lait. Il existe de nombreux modèles de tire-lait. Tout d'abord, les tire-laits manuels. Ils fonctionnent à la main. Ils sont faciles à transporter et généralement faciles à utiliser et conviennent très bien à une utilisation occasionnelle. Les tire-laits à pile sont également destinés à un usage occasionnel et peuvent être plus faciles à utiliser qu'un tire-lait manuel. Les tire-laits électriques sont conçus pour une utilisation plus fréquente ou régulière. Ils sont généralement rapides et peuvent causer moins d'inconfort que les tire-laits manuels. Les modèles les plus récents sont très légers et portatifs. Ces tire-laits sont destinés à être utilisés par une seule personne, sauf lors d'indications contraires dans les directives du fabricant. Les mères qui ont des bébés prématurés trouvent souvent que les tire-laits électriques sont l'option la plus efficace. Chaque personne réagit différemment à un tire-lait et il est important de se rappeler qu'un tire-lait ne vide jamais le sein aussi efficacement que le bébé le ferait. Alors, ceci veut dire que vous ne pouvez pas comparer la quantité de lait retiré d'un tire-lait à celle que votre bébé boit réellement au sein lorsqu'il a une bonne prise du sein et qu'il tète vigoureusement. Si vous décidez d'utiliser exclusivement un tire-lait, faites-le fréquemment, soit au moins 8 fois toutes les 24 heures. Le sein a besoin d'être vidé régulièrement pour produire suffisamment de lait. Quel que soit le tire-lait choisi, il faut toujours suivre les instructions du fabricant pour savoir comment l'utiliser en toute sécurité et le nettoyer comme il se doit. Lavez-vous les mains avant d'utiliser le tire-lait ou de manipuler votre lait maternel. Banque de lait et don de lait. L'Organisation mondiale de la santé affirme que la meilleure alimentation pour un bébé qui ne peut être allaité consiste à lui donner du lait tiré du sein de sa mère ou d'une autre mère en santé. Dans certaines provinces du Canada et dans le monde entier, il existe des banques de lait humain.
Ces établissements recueillent le lait maternel de manière sûre et le pasteurisent. Les donneuses doivent répondre aux critères de qualification avant que le banque n'accepte le don. Au Canada, les banques de lait sont situées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Pour l'instant, au Nouveau-Brunswick, l'accès au lait de donneuse est limité aux bébés ayant des besoins particuliers et dans certaines unités de soins intensifs néonatales de la province. L'obtention de lait d'une autre mère et non d'une banque de lait réglementée est appelée partage informel de lait. Cette pratique peut être dangereuse. Santé Canada conseille aux Canadiens de prendre conscience des risques potentiels pour la santé associés à la consommation de lait maternel obtenu sur Internet ou acheté ou échangé directement auprès d'une personne que vous connaissez ou ne connaissez pas. Il y a des risques que le lait soit contaminé par des bactéries ou des virus, comme le VIH. Entre autres, des traces de substances telles que des médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre peuvent être trouvées dans le lait maternel. Une mauvaise hygiène lors de l'expression du lait, ainsi qu'un entreposage et une manipulation inadéquate, peuvent également entraîner l'altération du lait ou sa contamination par des bactéries ou des virus susceptibles d'entraîner des maladies. Il est recommandé de consulter votre fournisseur de soins de santé primaire si vous avez des questions sur l'allaitement et le lait de donneuse. Savez-vous que si vous arrêtez d'allaiter pendant un certain temps, il est possible de recommencer et de redémarrer votre production de lait? C'est ce qu'on appelle la relactation. Et la consultante en lactation de votre région peut vous donner des conseils et vous aider à redémarrer votre production de lait. Comment conserver le lait maternel? Pour apprendre à conserver le lait maternel de façon sécuritaire, veuillez consulter la brochure provinciale « Allaiter votre bébé ». Cliquez sur l'image dans la diapositive. La vie au quotidien avec un bébé à allaiter. Tout d'abord, parlons nutrition. Il n'y a aucune restriction alimentaire pendant l'allaitement. Partout dans le monde, les gens ont des régimes alimentaires différents et ils produisent du lait quand même. Vous n'avez pas besoin de boire du lait pour produire du lait. Ce n'est que dans les cas extrêmes de privation que la qualité du lait maternel est affectée. Les mères qui allaitent et qui ne se nourrissent pas bien peuvent avoir un bébé en bonne santé, mais ce sera au détriment de leur propre santé. Votre corps fera de votre production de lait sa priorité. Il est recommandé de suivre le guide alimentaire canadien pour une alimentation équilibrée. N'oubliez pas de boire suffisamment pour être bien hydraté. L'eau devrait être le breuvage de premier choix. Beaucoup de mères prennent l'habitude de boire un verre d'eau chaque fois qu'elles s'assoient pour allaiter leur bébé. Parlons maintenant des sorties avec votre bébé. Les bébés sont facilement portatifs et l'allaitement maternel permet d'apporter facilement le bébé n'importe où. Il n'est pas nécessaire d'apporter du matériel, de chauffer du lait, de laver des bouteilles, etc. Toutefois, si les parents veulent sortir sans leur bébé, ils peuvent prévoir d'exprimer ou tirer du lait à l'avance et le laisser à la personne qui s'occupera de nourrir leur bébé. Parlons maintenant de la contraception pendant l'allaitement. La méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, qu'on appelle la méthode MAMA, est un moyen de contraception efficace, mais seulement si vous répondez oui à toutes les énoncés suivants. Mon bébé a moins de 6 mois. Mes menstruations n'ont pas recommencé. C'est ce qui définit le mot aménorrhée. Mon bébé est entièrement nourri aux 5 jours et nuits. Mon bébé est allaité au moins tous les 4 heures le jour et au moins tous les 6 heures la nuit. Je précise que le terme « entièrement nourri au sein » signifie que l'allaitement est la source exclusive d'alimentation de votre bébé. Si vous ne prévoyez pas devenir enceinte ou avez répondu non à l'une de ces questions, vous devez avoir recours à une autre méthode de contraception. La MAMA est non recommandée en présence de certaines affections médicales. Parlez-en à votre professionnel de la santé. De nombreuses autres méthodes de planification familiale sont compatibles avec l'allaitement maternel. Cependant, les contraceptifs contenant des hormones peuvent avoir une incidence sur votre production de lait. Les méthodes de contraception qui contiennent des estrogènes, notamment la pilule, le timbre ou l'anneau, diminuent la production de lait.
Le contraceptif progestatif, aussi appelé la mini-pelule, peut diminuer la production de lait. Pendant votre grossesse, parlez à votre fournisseur de soins de santé primaire ou renseignez-vous dans une clinique de santé sexuelle sur les choix de contraception, afin de prendre la meilleure décision après l'arrivée du bébé. Parlons maintenant de médicaments sur ordonnance et en vente libre et suppléments. La plupart des médicaments prescrits sont compatibles avec l'allaitement. Assurez-vous que le professionnel de la santé qui fait la prescription sait que vous allaitez, afin qu'il puisse vous prescrire un médicament plus sûr pour vous et votre bébé. Les produits naturels à base de plantes et les médicaments en vente libre peuvent être compatibles, mais vous devez en discuter avec un pharmacien ou un médecin de première ligne avant de supposer que leur consommation est sécuritaire. Ce qui est naturel n'est pas toujours sans danger. Le livre de Dr. Tom Hale, Medication and Mother's Milk, est une bonne ressource. Contactez la clinique d'allaitement de votre région si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur un médicament en particulier. Parlons maintenant d'alcool. La consommation d'alcool n'est pas recommandée pendant l'allaitement. L'alcool consommé par la mère passe dans son sang et dans le lait maternel. L'alcool se retrouve dans le lait presque immédiatement et atteint son niveau le plus élevé de 30 à 60 minutes après avoir commencé à boire. Les effets à long terme de la consommation quotidienne d'alcool sur le bébé ne sont pas clairs. Plusieurs effets néfastes fondés ou potentiels de l'alcool sur les bébés allaités ont été signalés, même après une consommation modérée. L'alcool présent dans le lait maternel peut affecter la croissance et le développement de votre bébé, perturber les habitudes de sommeil de votre bébé, diminuer le taux de sucre dans le sang de votre bébé, diminuer votre réflexe d'éjection de lait, ce qui peut faire en sorte que votre bébé reçoive moins de lait durant ses boires. L'alcool présent dans le lait peut diminuer votre production de lait et affecter vos compétences parentales, votre jugement et votre niveau de vigilance. Si vous envisagez de boire de l'alcool, vous devriez suivre les règles afin de réduire les risques pour votre bébé. Pompez et entreposez votre lait avant de boire de l'alcool. Limitez votre consommation d'alcool à 1 ou 2 verres par occasion. Buvez de l'alcool après l'allaitement et non avant l'allaitement. Laissez assez de temps entre la consommation d'alcool et la tétée pour que l'alcool soit éliminé de votre corps. À quoi correspond un verre standard? Une bière représente 12 onces. Un verre de vin, 5 onces. Le spiritueux, 1,5 onces. Parlons maintenant de tabac et de vapotage. Fumer est nocif pour les parents et le bébé. Il n'est pas recommandé. Les produits chimiques des cigarettes sont transmis au bébé par le lait maternel. La concentration de nicotine dans le lait maternel varie en fonction du nombre de cigarettes fumées et du temps écoulé depuis la dernière cigarette. Les cigarettes électroniques sont des dispositifs à piles qui transmettent généralement de la nicotine, des arômes et d'autres substances toxiques et additifs par le biais d'un aérosol inhalé. On sait peu de choses sur les effets de l'utilisation de cigarettes électroniques par la mère sur la santé du nourrisson. Fumer peut également nuire à la production de lait et peut conduire à un sevrage précoce. Santé Canada rapporte que fumer la cigarette augmente le risque de syndrome de mort subite du nourrisson chez les bébés. Cliquez sur le lien dans la diapositive. Si vous fumez et que vous n'êtes pas en mesure d'arrêter, cela ne signifie pas que vous ne devez pas allaiter. Il est préférable que votre bébé reçoive les anticorps du lait maternel pour stimuler son système immunitaire, qui le protégeront contre les allergies, les maladies et encore plus, plutôt que de lui retirer ce bénéfice en ne l'allaitant pas. Il serait préférable d'arrêter de fumer ou de réduire la quantité de cigarettes fumées pour la santé de tous. Si vous fumez, attendez juste après avoir allaité pour fumer. La fumée secondaire est également dangereuse pour le bébé. C'est votre travail de parent de protéger votre bébé de la fumée secondaire. Vous ne devez pas hésiter à demander aux gens de fumer à l'extérieur et de ne pas laisser tenir le bébé jusqu'à ce qu'il se change de vêtements et se lave les mains. Parlons maintenant du cannabis sur toutes ses formes.
Les recommandations actuelles concernant l'usage de cannabis est d'arrêter la consommation sous toutes ses formes pendant la grossesse et l'allaitement. Il n'existe pas de quantité connue de cannabis qui est sans danger pour la grossesse et l'allaitement. Le THC du cannabis se dépose dans le lait maternel, peut se retrouver présent dans les cellules grasses et le cerveau de votre bébé pendant plusieurs semaines. La fumée secondaire du cannabis peut entraîner des maladies chez les bébés et les jeunes enfants. Il n'est pas recommandé de fumer ou de vapoter du cannabis dans votre maison, autour de votre bébé ou de vos jeunes enfants. La consommation de cannabis, sous quelque forme qu'elle soit comestible, fumée ou vapotée, peut nuire à vos compétences parentales, à votre jugement et à votre niveau de vigilance. Si vous consommez du cannabis et que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas arrêter d'en consommer, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé primaire pour vous assurer de prendre la meilleure décision dans votre situation. Pour plus de renseignements sur le cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement et ses effets à long terme, vous pouvez consulter les risques du cannabis sur la fertilité, la grossesse, l'allaitement et le rôle parental en cliquant sur le lien dans la diapositive. Parlons maintenant de problèmes courants reliés à l'allaitement. Tout d'abord, les mamelons douloureux. L'allaitement n'est pas censé être douloureux. Vous pouvez sentir que votre bébé tire votre mamelon lorsqu'il tète. Cela peut causer un petit malaise ou un petit inconfort. Cette douleur est différente de celle d'une mauvaise prise du sein et ne dure généralement que quelques secondes au début de la tétée. La cause la plus fréquente des mamelons douloureux est une mauvaise prise du sein. Lorsque les mamelons sont blessés, ils peuvent apparaître pincés ou déformés après la tétée. Ils peuvent être blessés ou saigner. Voici des moyens pour prévenir les mamelons douloureux. Assurez-vous que votre bébé prend bien le sein à chaque tétée. Assurez-vous que sa bouche est grande ouverte et qu'il est profondément accroché à l'aréole. Assurez-vous que sa langue est située sous le mamelon et que ses lèvres sont retroussées. Assurez-vous que sa tête est penchée vers l'arrière pour qu'il puisse ouvrir grand la bouche. Assurez-vous que votre main est placée loin de la zone du mamelon et que vos doigts ne touchent pas à sa joue ni aux lèvres de votre bébé. Pour aider à soulager la douleur, vous pouvez exprimer un peu de lait maternel et étendre sur les mamelons après la tétée. Laissez sécher à l'air libre. Vous pouvez garder vos mamelons secs et changer vos compresses d'allaitement dès qu'elles sont humides. Offrez le sein le moins douloureux en premier, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Essayez d'autres positions d'allaitement. Si vous allaitez en position assise, soutenez votre sein pendant l'allaitement. Si la douleur n'a pas diminué au bout de 24 heures, consultez un professionnel de la santé. Un autre problème courant de l'allaitement est l'engorgement. L'engorgement fait référence à un sein trop plein, au point d'être dur. Ce problème peut se produire de 3 à 6 jours après la naissance si le bébé n'est pas capable d'enlever le lait de votre sein efficacement ou à tout autre moment que le lait n'est pas bien retiré des seins. Voici des symptômes d'engorgement. Les seins sont lourds, volumineux et durs. Vous éprouvez une douleur généralisée au sein. Votre sein ou vos seins sont rouges. Vous avez une légère fièvre, soit inférieure à 38,5 degrés Celsius ou 101 degrés Fahrenheit. Voici des façons de prévenir l'engorgement. Allaitez souvent, sans restreindre la durée des tétées. Offrez les 2 seins à chaque tétée. Assurez-vous que votre bébé prend bien le sein et est bien positionné. Offrez le sein dès les premiers signes de faim. Allaitez votre bébé avant que les seins ne deviennent inconfortables ou trop pleins. Si votre bébé a de la difficulté à prendre le sein à cause de l'engorgement, exprimez un peu de lait avant la tétée. Si votre bébé a encore de la difficulté à prendre le sein, donnez-lui le lait exprimé au gobelet ou à la cuillère temporairement. N'hésitez pas à appeler pour de l'aide. Entre les tétées, vous pouvez mettre de la glace sur vos seins, environ 15 minutes à la fois, pour soulager la douleur et réduire l'enflure.
en prenant soin d'appliquer un linge entre la glace et votre peau. Un autre problème courant de l'allaitement est les canaux lactifères obstrués. Les canaux obstrués peuvent se trouver dans n'importe quelle zone du sein où le lait n'a pas été bien vidé. La zone peut être rouge et sensible. Il n'y a pas de cause particulière pour l'obstruction des canaux, mais elle peut se produire plus souvent chez les femmes qui ont un engorgement ou une surproduction de lait. Elle peut également être causée par le stress, la fatigue, des difficultés avec les positions, une succion ou une prise du sein inefficace, des tétées peu fréquentes, rapides ou raccourcies, ou le port de vêtements ou un soutien-gorge trop serré qui empêche l'écoulement du lait. L'obstruction des canaux lactifères peut se transformer en mastite si le lait de cette zone n'est pas bien retiré du sein. On peut trouver des canaux lactifères obstrués dans la région des aisselles, puisqu'il y a aussi des tissus mammaires. Voici des signes et symptômes de canaux lactifères obstrués. Bosse ou gonflement sur une zone de votre sein. Sensibilité, chaleur et rougeur. Point blanc ou ampoule de lait au bout du mamelon, indiquant un port du mamelon bouché. Fièvre légère, soit inférieure à 38,5 degrés Celsius ou 101 degrés Fahrenheit. Voici ce que vous pouvez faire pour aider. Commencez toujours l'allaitement avec le sein qui a les canaux lactifères obstrués, jusqu'à ce que le gonflement ou la douleur ait disparu. Changer les positions peut aider à vider toutes les zones du sein. Massez doucement la bosse vers le mamelon, avant et pendant la tétée. Assurez-vous que la position et la prise du sein du bébé sont correctes. Appliquez une compresse chaude ou prendre une douche chaude avant de donner le sein au bébé peut favoriser l'écoulement du lait. Allaitez souvent, y compris la nuit. Si une tétée est manquée, n'oubliez pas d'exprimer votre lait manuellement ou avec l'aide d'un tire-lait afin d'éviter les complications supplémentaires. Habituellement, une obstruction des canaux lactifères se résout en continuant l'allaitement. Un autre problème courant de l'allaitement est la mastite. La mastite commence par une inflammation des tissus du sein. Non traitée rapidement, elle peut se transformer en infection. La mastite commence de façon soudaine et ne touche habituellement qu'un seul sein. Voici des signes et symptômes d'une mastite. Douleur, rougeur, enflure et sensation de chaleur. Région rouge sur le sein. Fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius ou 101 degrés Fahrenheit. Symptômes semblables à ceux de la grippe. Frissons, courbatures, fatigue. Un autre symptôme de la mastite sont les nausées. La mastite est causée par un engorgement prolongé, un drainage inadéquat des seins ou des canaux lactifères obstrués. La mastite peut être causée par des mamelons douloureux et crevassés, ainsi que le stress et la fatigue. La mastite peut être causée par une surproduction de lait, des tétées manquées ou sautées, un sevrage brusque et rapide, des antécédents de mastite. Voici ce que vous pouvez faire pour aider si vous souffrez d'une mastite. Allaitez souvent pour bien vider le sein. Assurez-vous que la prise du sein est bonne, que votre bébé tète et avale bien pour bien vider le sein. Appliquez des compresses chaudes sur la zone touchée ou prenez une douche ou un bain chaud. Massez doucement la zone touchée en appliquant de la chaleur pour favoriser l'écoulement du lait. Commencez l'allaitement avec le sein qui présente une mastite, si ce n'est pas trop douloureux. Si la douleur est trop importante, commencez par l'autre côté pendant une courte période. Utilisez différentes positions d'allaitement pour favoriser le drainage de toutes les parties du sein. Évitez d'exercer une pression prolongée sur le sein. Des médicaments peuvent être prescrits ou utilisés, par exemple des antibiotiques et des analgésiques. Une interruption soudaine de l'allaitement, quelle que soit la durée, sans aucune expression régulière du lait, risque de provoquer des complications de type engorgement, obstruction des canaux lactifères,
mastite prolongée ou récurrente ou même un abcès. En cas de mastite, la composition du lait change. La concentration en composantes anti-inflammatoires du lait s'accroît pour protéger le bébé contre l'infection dans le sein. Il est donc sécuritaire et recommandé de continuer à allaiter. La teneur en sodium augmente également, alors le goût du lait peut changer. Quand les temps sont durs, lors de catastrophes naturelles, inondations, incendies, pandémies, si votre bébé ne va pas bien, continuez à allaiter votre bébé. L'allaitement est sécuritaire dans les situations d'urgence et les pandémies. En cas d'inondation, d'eau insalubre, d'incendie, de pandémie et d'autres situations d'urgence ou de stress, l'allaitement maternel est une source essentielle et sécuritaire pour garantir l'alimentation des bébés et des jeunes enfants. Dans ces situations, l'allaitement conserve toute sa pertinence et la production de lait se poursuivra tant que la mère sera encouragée à continuer à nourrir son enfant aussi souvent que celui-ci le désire. Il est important pour le bien-être de la mère de s'assurer qu'elle se repose, se nourrit et s'hydrate bien. L'allaitement est important quand le bébé ne va pas bien. Quand le bébé est malade, le corps de la mère réagit aux bactéries ou aux virus du bébé. Le corps produit des anticorps qui passent par le lait maternel afin d'aider à renforcer le système immunitaire du bébé. Un bébé qui ne va pas bien peut ne pas téter aussi longtemps qu'il ne le ferait dans un temps normal. Il est donc suggéré à la mère de surveiller sa production de lait et d'envisager d'exprimer manuellement son lait ou d'utiliser un tire-lait après quelques tétées pour s'assurer que la production de lait ne diminue pas. Allaiter pendant la COVID-19. L'éclosion de la maladie à coronavirus a été stressante pour les familles. Les parents d'enfants nourris au sein et les femmes qui envisagent d'allaiter pourraient se sentir tout spécialement préoccupés par le virus et la santé de leur bébé. L'allaitement constitue la façon la plus sécuritaire de nourrir les nourrissons et les jeunes enfants. Le lait maternel renferme des facteurs d'immunité et des anticorps qui protègent les enfants de nombreuses infections, notamment les maladies respiratoires. Ces avantages peuvent durer toute l'enfance. En raison des nombreux avantages de l'allaitement, vous êtes encouragé à poursuivre. L'Agence de santé publique du Canada affirme que si vous avez ou pensez avoir la COVID-19, vous pouvez quand même tenir votre bébé dans vos bras et demeurer dans la même pièce que lui si vous le souhaitez, surtout pendant l'allaitement et les caresses au bébé. Les parents qui ont ou qui pensent avoir la COVID-19 doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter de transmettre ce virus à leur bébé lorsqu'ils nourrissent l'enfant. L'alimentation du nourrisson. L'allaitement maternel est le moyen le plus sécuritaire de nourrir votre bébé ou votre jeune enfant. Le lait maternel contient des anticorps et des facteurs immunitaires qui protègent la santé de votre bébé. Comme pour toutes les autres maladies respiratoires, si vous allaitez, on vous encourage à continuer. L'expression du lait maternel, manuellement ou au moyen d'un tire-lait électrique, peut se faire si vous vous lavez les mains avant et après avoir touché votre sein, le tire-lait ou les parties de la bouteille. Si vous êtes un cas confirmé ou un cas symptomatique faisant l'objet d'une enquête, une personne de soutien en bonne santé pourrait donner le lait exprimé à votre bébé si vous en êtes incapable. Qu'il s'agisse d'allaitement ou d'allaitement au biberon, si vous avez reçu un diagnostic de COVID-19 ou si vous faites l'objet d'une enquête, vous devriez prendre des précautions pour prévenir la transmission à votre bébé. Vous devriez porter un masque près de votre bébé, y compris pendant l'allaitement. Si vous donnez des préparations commerciales pour nourrissons à votre bébé, vous devriez en avoir sous la main pendant 2 semaines. Les préparations pour nourrissons doivent être préparées en utilisant des techniques de stérilisation strictes. Comme indiqué dans le livret
comment nourrir votre bébé avec des préparations commerciales pour nourrissons. Les préparations maison pour nourrissons ne sont pas recommandées. Ces recettes peuvent ne pas fournir les nutriments nécessaires dont les nourrissons ont besoin. Les préparations maison pour nourrissons peuvent causer une malnutrition sévère et des maladies potentiellement mortelles chez les nourrissons. Les conseils suivants vous aideront à réduire et prévenir le risque d'infection. Se laver les mains souvent avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Évitez de toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains non lavées. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche et votre nez avec votre bras ou avec un mouchoir. Lavez-vous les mains et jetez les mouchoirs que vous avez utilisés dans les ordures. Évitez tout contact avec les personnes malades. Restez à la maison si vous êtes malade pour éviter de transmettre la maladie aux autres. Nettoyez fréquemment les surfaces à contact élevé suivantes à l'aide de nettoyants ménagers réguliers ou d'eau de javel diluée. Une partie de javel pour 9 parties d'eau. Nettoyez les jouets, les toilettes, les téléphones et appareils électroniques, les poignées de porte, table de chevet, télécommande de télévision. Parlons maintenant de vos droits durant l'allaitement. Vous avez le droit d'allaiter n'importe où et n'importe quand. Ce droit est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Chaque province et territoire du Canada dispose d'un Code des droits de la personne. Le Code prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe. Votre bébé a le droit de manger n'importe où et n'importe quand, au moment où il a faim. Au Nouveau-Brunswick, la loi sur les droits de la personne interdit la discrimination en matière d'hébergement, par exemple dans les hôtels, et de services ou dans les installations à la disposition du public, comme par exemple les magasins, les restaurants, les écoles, les programmes gouvernementaux, les espaces publics, les centres commerciaux. Les fournisseurs de ces services et installations ne peuvent pas interdire ou limiter l'allaitement. Ces renseignements se trouvent dans la ligne directrice sur la discrimination fondée sur la grossesse de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. L'allaitement maternel reste important lorsque vous retournez à l'école ou que vous travaillez à l'extérieur. Nous vous encourageons à vous renseigner auprès de votre employeur ou de votre enseignant sur les possibilités d'adaptation avant de retourner sur les lieux de travail ou à l'école. Les employeurs qui soutiennent l'allaitement maternel en retirent de nombreux avantages, notamment moins d'absentéisme parmi les employés, car les enfants allaités sont en meilleure santé. Diminution des coûts des prestations liées aux prescriptions pour l'enfant de l'employé. Moins de rotation du personnel. Les mères allaitantes sont plus susceptibles de retourner au travail, ce qui réduit le roulement du personnel. Cela permet aux employeurs de garder leur personnel formé, expérimenté et motivé. Meilleure satisfaction au travail et amélioration de la productivité. Meilleure image de l'entreprise. L'employeur qui favorise des milieux de travail favorables à l'allaitement est vu comme un employeur progressiste qui soutient les familles. S'il n'est pas possible d'allaiter le bébé pendant les heures de travail, il est conseillé d'allaiter exclusivement et fréquemment pendant le congé de maternité. Il est conseillé de continuer à allaiter lorsque vous êtes enceinte. De profiter des moments de contact peau à peau avec votre bébé chaque fois que cela est possible. D'introduire d'autres aliments quelques jours seulement avant de retourner au travail. D'exprimer du lait, si possible, tous les 3 heures au travail. De fournir du lait maternel exprimé à la personne qui s'occupe de nourrir votre bébé. Il est conseillé d'apprendre à la personne qui s'occupe du bébé à lui donner à boire de manière sécuritaire et affectueuse en utilisant une tasse plutôt qu'un biberon, afin que le bébé continue à vouloir téter au sein. Il est conseillé d'avoir des contacts et le soutien d'autres mères qui travaillent et qui continuent d'allaiter. Toute personne au Nouveau-Brunswick qui subit du harcèlement parce qu'elle allaite peut déposer une plainte officielle auprès de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Le soutien familial et communautaire est important.
Les attitudes, les croyances et les connaissances concernant l'allaitement ont évolué au fil des ans. Au Nouveau-Brunswick, de plus en plus de familles allaitent. Fonder une famille est l'une des expériences les plus joyeuses, mais qui change la vie. Il faut du temps pour apprendre un nouvel emploi ou une nouvelle compétence, et nous devons souvent demander de l'aide de d'autres personnes. Apprendre à être parent, c'est la même chose. Vous pensez peut-être que si vous demandez de l'aide, vous risquez d'être perçu comme un mauvais parent ou comme une personne incapable de faire face à la situation. Mais ce n'est pas le cas. Le soutien de votre partenaire, de vos parents, grands-parents, de vos amis et de la collectivité peut avoir un effet positif sur le succès de votre allaitement. Les partenaires et amis qui nous soutiendront font la différence lorsqu'il s'agit de relever les défis en matière d'allaitement. Ils peuvent également vous être utiles lorsque vous tentez de justifier votre choix d'allaiter à des gens qui ne connaissent pas l'allaitement et qui le remettent en question. Nous vous encourageons à discuter de votre projet d'allaitement avec votre partenaire, votre famille ou vos amis et à prévoir comment ils peuvent vous aider. Voici ce que les membres de votre famille et vos amis peuvent faire pour vous soutenir. Ils peuvent faire preuve de respect envers votre choix d'allaiter. Offrir de l'aide pour les tâches quotidiennes telles que la cuisine, le nettoyage, les courses et vous encourager lorsque vous vous sentez fatigué ou débordé. Ils peuvent être sensibles et à l'écoute lorsque vous parlez de vos besoins et de vos préoccupations. Ils peuvent vous demander comment ils peuvent vous aider. Offrir des conseils seulement si vous le demandez. Ils peuvent vous aider à vous sentir à l'aise pour allaiter en leur présence et celle des autres. Voici ce que votre conjoint, partenaire ou personne significative peut faire pour vous aider. Il peut vous soutenir dans votre choix d'allaiter. Au début, l'allaitement prend du temps à apprendre. Chaque mère et chaque bébé a besoin de pratique. Ils peuvent se renseigner sur l'allaitement avec vous, suivre des cours prénatales, lire des livres ou consulter des sites web sur l'allaitement. Il peut vous aider à prendre confiance en vous par rapport à l'allaitement, vous encourager dans les moments de doute. Il peut écouter vos besoins et vos sentiments, être sensible, demander comment il peut vous aider. Il peut vous encourager à vous reposer, vous aider à accomplir les tâches quotidiennes comme la cuisine, le nettoyage, les courses, la lessive et la garde des autres enfants. Il peut vous tenir compagnie pendant que vous allaitez, vous apporter de la nourriture, quelque chose à boire ou tout autre. Vous apporter de la nourriture, quelque chose à boire ou toute autre chose dont vous pourriez avoir besoin. S'il est absent, demeurez en contact avec vous en vous appelant ou en vous envoyant des textes et des mots d'encouragement. Parlez de l'allaitement à votre famille, à vos amis ou à d'autres personnes. C'est le droit d'une femme d'allaiter n'importe où et n'importe quand, et le droit d'un bébé de manger n'importe où, n'importe quand il a faim. Vous trouverez une liste des services locaux de soutien à l'allaitement pour chaque région du Nouveau-Brunswick sur le site web de GNB. Cliquez sur le lien dans la diapositive. Voici ce qu'il faut s'abstenir de dire à une mère qui allaite. Es-tu certaine d'avoir assez de lait pour ton bébé? On dirait du lait écrémé. Est-ce que ton lait est assez riche? Tu lui donnes encore le sein? Ou par exemple, tu devrais lui donner un biberon de temps en temps. Un biberon ne fera pas de mal. Un bébé doit s'habituer au biberon. Évitez de dire à une mère qui allaite, si tu donnes des céréales à ton bébé, il dormira toute la nuit. Ou, je crois que ton lait n'est pas bon. Parlons du bien-être émotionnel. Avoir un bébé est un moment passionnant, mais il peut aussi être difficile. De nombreuses femmes traversent une courte période de baby blues, alors qu'elles s'adaptent à leur nouveau rôle de parent et que leur corps s'adapte aux changements hormonaux après la naissance. Vous pouvez remarquer certains changements d'humeur, des pleurs, de l'irritabilité ou des troubles du sommeil. Parlez à votre famille et vos amis de ce que vous ressentez. Cette période ne dure généralement que quelques semaines et elle est normale. Parfois, une famille bien intentionnée
peut suggérer d'arrêter l'allaitement maternel pour vous donner une pause. Il a été démontré que l'allaitement et le contact peau à peau contribuent positivement à la santé mentale de la mère. L'allaitement et le contact peau à peau favorisent le repos, la récupération et aident à réguler les niveaux d'hormones. Des recherches ont également démontré que les mères qui allaitent ont un sommeil de meilleure qualité que celles qui n'allaitent pas. La dépression postpartum est différente et plus sérieuse. Elle se produit souvent dans les premières semaines ou les premiers mois suivant la naissance, mais peut aussi se produire plus tard. Les symptômes peuvent inclure des sentiments de désespoir, des troubles du sommeil ou de l'alimentation, une tristesse et une frustration extrême, et le sentiment d'être désintéressé du bébé. De nombreuses personnes ont aussi des crises d'anxiété ou de panique. Le fait d'avoir des antécédents de dépression ou d'anxiété peut augmenter le risque de dépression postpartum. Il est important que les partenaires, les familles et les amis prennent ces symptômes au sérieux. Si vous présentez l'un de ces symptômes et qu'il ne s'améliore pas, contactez votre fournisseur de soins de santé primaire ou appelez le 811 pour obtenir de l'aide afin d'être référé au service d'assistance. De nombreuses options de traitement sont disponibles. Vous pouvez continuer à allaiter pendant cette période, si vous le souhaitez. Si des médicaments sont proposés, demandez au fournisseur de soins de santé primaire de s'assurer qu'ils sont sans danger pour l'allaitement. La plupart des médicaments, mais pas tous, peuvent être utilisés en toute sécurité. Voici ce que vous pouvez faire pour une meilleure santé mentale. Dormez quand vous le pouvez. Mangez bien. Allez vous promener à l'extérieur. Parlez de vos sentiments à votre partenaire, à vos amis et avec votre famille. Joignez-vous à un groupe ou à une activité de parents. Planifiez quelque chose de petit pour chaque jour. Exemple, rencontrer un ami, suivre un cours d'exercice, etc. Sachez que les médias sociaux, par exemple Instagram, Facebook, peuvent être un outil permettant d'entrer en contact avec d'autres nouveaux parents, mais peuvent également devenir une source de sentiments négatifs de comparaison. Les parents du Nouveau-Brunswick ont dit. Cliquez sur les photos pour visionner les vidéos. Ces vidéos présentent des parents qui parlent de leur expérience de l'allaitement et de ce que le soutien signifie pour eux. Rejoignez-nous sur Facebook. Vous êtes invités à rejoindre la page Facebook de Allaitement Nouveau-Brunswick. Plus de 4220 parents échangent leur expérience, donnent leurs conseils, etc. C'est un excellent soutien en ligne et aussi un endroit où obtenir des renseignements et des services de soutien, des cours et d'autres sujets. Encouragez votre partenaire, votre personne de soutien ou votre famille à se joindre également à la page Facebook. La page Facebook est bilingue et vous pouvez y publier vos messages dans la langue de votre choix. Merci. Voilà qui conclut la présentation du cours prénatal sur l'allaitement maternel du Nouveau-Brunswick. Merci de votre participation. Si vous désirez plus d'informations, veuillez consulter les prochaines diapositives pour les références et d'autres ressources. Vous pouvez aussi communiquer avec une consultante en lactation de votre région.